Bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Arouni de Bottes et Vélos. On est toujours à Williamsburg, à l'Université William & Mary, pour ce symposium sur les études pèlerines. Et là, on vient déjà vous parler un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le symposium qui en est à sa énième édition, nous, ça fait déjà 4 fois qu'on y vient. Le titre, c'est Restoring Pilgrimage, c'est-à-dire restaurer le pèlerinage, peut-être lui redonner ses lettres de noblesse ou le remettre un petit peu sur la map aujourd'hui. Donc, on a rencontré, on a assisté à 5 rencontres. Mais c'est intéressant quand même, hein, le Restoring Pilgrimage, parce qu'on peut l'entendre de toutes sortes de façons. C'est le restaurer, le réhabiliter, le réparer, le remettre au goût du jour. Il y a tout ça qui vient jouer à travers Restoring Pilgrimage. On a eu 5 présentations super intéressantes parce que, comme on l'a déjà expliqué, ben chacun il vient avec son expertise, ses lunettes, son angle de lecture. Alors, c'est ultra enrichissant. Suivez-nous. On va essayer de faire une capsule un peu courte, mais on va faire ça assez convivial pour vous dire en vrac tout ce qu'on a entendu, qui nous a accroché, qu'on a retenu et qu'on a compris parce que tout est en anglais. Et il y avait quand même un British qui présentait dans le groupe. Oui. Alors, voilà. C'est pas toujours évident. Le premier. Oui, on a commencé la rencontre ce matin avec Matthew Anderson. Matthew qui est canadien, qui est en Nouvelle-Écosse et qui enseigne aussi à l'Université Concordia et qui est membre du Réseau québécois pour les études pèlerines aussi. Alors Matthew nous parlait des pèlerinages du premier temps du christianisme, mais de ce pairage homme-femme dans les pèlerinages et les impacts que ça a eu et tout ce que ça peut susciter comme réflexion. Jusqu'à il y a longtemps dans l'Antiquité où on parlait d'un homme qui faisait un pèlerinage, mais quand on est attentif et qu'on lit les textes et qu'on regarde les gravures et les images, on se rend compte qu'il y a des femmes. Et puis là, on a observé un peu partout, ça arrive souvent qu'on a un pèlerinage homme-femme. Donc la femme a été depuis l'Antiquité présente dans les pèlerinages, pas au premier plan, probablement il disait parce que c'était l'homme qui était la figure de proue à l'époque, c'était l'homme qui écrivait, c'était l'homme qui était sur la scène pour parler, mais la femme, elle avait sa place. Oui, même qui disait que c'était elle qui avait le leadership de ce duo-là qui se formait. Mais même au-delà de ça, moi, ce que j'entendais aussi dans ce que Matthew nous disait, puis Matthew pourra peut-être le confirmer, mais je vois aussi que dans cette rencontre-là, il y avait un désir de jumeler deux personnes pour que ce ne soit pas centré sur l'individu, mais que ce soit dans le duo qu'il y ait autre chose qui puisse émerger de tout ça, qui dépasse l'individu et qui parle au-delà de la simple notoriété de la personne. Moi, d'ailleurs, ce que j'ai fait comme parallèle, je me suis dit, ça tombe bien, chez Bottes et Vélos, on a un homme et une femme. Puis, c'est pas anodin, parce qu'on s'en est déjà parlé, mais ce que Mathieu observait, c'est qu'il dit, dans cette époque-là, quand on partait en pèlerinage, dans une mission de lieu en lieu, il y avait une mission, il y avait une parole à passer et la parole passait mieux encore de genre à genre. Donc, on rejoignait un plus large public quand on a une femme qui parle et qui est entendue par les femmes et qu'un homme parle et qu'il est reçu par les hommes. Donc, c'est peut-être pas par hasard qu'on voyait ce pairage-là. Bien, on passe à la deuxième personne qu'on a rencontrée, Philip Booth, de l'Université Manchester en Angleterre. C'est lui, British. C'est ça. Alors, on a quand même compris des choses à travers ce qu'il a pu nous dire. Le titre de sa conférence, c'était « The Meaning of Movement » au Moyen-Âge. Donc, le sens, la signification du déplacement au Moyen-Âge. Très intéressant. Et une des choses principales de ce qu'il nous disait, c'est que marcher n'est pas un prérequis pour le pèlerinage. Donc, mais qui cherchait plutôt à se poser la question comment le mouvement affecte le changement. Parce qu'on part le titre de sa présentation, The Meaning of Movement, donc on cherche à comprendre le mouvement, la signification du mouvement. Et dans tout ça, c'est ça, il se rend compte que la marche n'est pas un prérequis parce qu'au Moyen Âge ou même dans l'Antiquité, faire un pèlerinage, c'était pas y aller à pied. Ça allait de soi, en tout cas. Il dit tu y vas à pied parce que tu n'as pas le choix, mais sinon, il dit c'est beaucoup mieux d'y aller à cheval, en carriole, en bateau. Surtout qu'à l'époque, quand tu partais à pied, tu n'avais pas toujours toutes les assurances de te rendre à destination, que c'était courir le risque de mourir en chemin. Fait que la marche était vraiment quand tu étais un peu mal pris. Il nous disait aussi que le pèlerinage, justement, à cette époque-là, on a souvent l'impression que ce sont des super pèlerins qui vont faire des 80 km par jour, puis qui est extraordinaire pour la marche, super en forme et tout ça. Mais il dit non, justement, il disait pas dans les guides de pèlerins, comme le Codex Calixtinus, qu'à tel endroit, tu pouvais te louer un cheval pour faire un bon à cheval, parce que ça allait de soi que tu allais le faire, puis que tu allais utiliser le cheval. Fait que c'est pour ça qu'il se retrouvait à marcher des distances énormes
d'une étape à l'autre. Mais il questionnait, il disait, il y a quelque chose dans le mouvement. Pèlerinage, c'est aussi mouvement. Donc, il dit, dans le mouvement que la marche suscite, ben, ça sous-entend, ça entraîne, ça occasionne un paquet d'autres petits mouvements. Hein, il disait porter, comme porter son sac, tomber, se blesser, pleurer, rencontrer. Puis il dit, tous ces mouvements-là deviennent porteurs d'un sens. Donc, le pèlerinage aussi, ce qu'il nous disait, c'est plus une performance de distance, de vitesse, mais c'est toute la ferveur qu'on met dans le mouvement, dans ce dépassement-là, dans ce qui nous déplace. Donc, c'est pas, on n'est plus dans la marche ou dans la quantité, mais dans la qualité de ce qui est en train de se jouer ici. Oui, au final, parce que souvent, les gens qui viennent marcher avec nous se demandent, faut-tu que je m'entraîne, faut-tu que je me prépare? Puis lui, il dit non, la marche, ça reste un moyen de transport. C'est le moyen de transport pour te rendre à ta destination. Fait que rends-toi là agréable. Puis, en plus, là, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais d'après toi, pourquoi d'abord les gens aujourd'hui qui ont l'avion, le train, le camion pour se rendre, pourquoi est-ce qu'ils choisissent de marcher? Il m'a répondu, il dit, ben tu sais, à l'époque du Moyen-Âge, des gens qui partaient en pèlerinage, ben il y avait leur foi qui était déjà là et qui les dirigeait vers un lieu qui, lui, était porteur d'une vérité, d'une réponse et d'une expérience transformatrice. Il dit, aujourd'hui, les gens qui partent vers... Le lieu a plus cette puissance-là. Le lieu, la cathédrale de Compostelle n'est pas investie pour beaucoup des gens qui marchent avec nous d'une valeur de guérison, d'une promesse de quelque chose. Et il dit probablement que le pèlerin d'aujourd'hui pense découvrir quelque chose en chemin, que le chemin va amener peut-être cet espace de foi-là. Et en même temps, il dit, puis en même temps, il y a quelque chose du pèlerin d'aujourd'hui qui est en quête de temps et d'espace, et le chemin lui offre ça. Et c'est dans cet espace-là qu'il y a une transformation qui va se faire, où il vient se départir de ses richesses, départir de ses savoirs, départir de ses avoirs, et peut-être aussi afficher une forme d'engagement écologique. Alors, tout ça, c'est spéculatif, mais ça vient expliquer pourquoi les gens viennent marcher. Donc, en quête de temps et d'espace, il nous disait aussi, la marche n'est pas signifiante en elle-même, hein, et c'est parce qu'elle fait signe, elle indique quelque chose, elle dit quelque chose, et c'est ça. Bon, on peut l'interpréter de cette manière-là. C'est une quête de temps et d'espace, de retrouver un espace que je n'ai plus dans ma vie, qui est souvent surchargé, trop rempli. Troisième personne, oui. Ça, là, j'avais tellement hâte de l'écouter. Mégane Muthupandian. Pas sûr que je le prononce comme il faut. Muthupandian, c'est d'origine hindoue. Alors, cette personne-là est une phénoménologiste, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à des événements qui se produisent concrètement dans la vie et elle s'amuse à les analyser. C'est l'expérience qui l'intéresse. Hein, dans l'approche phénoménologique, c'est toujours l'expérience qui est au cœur de ce qu'on va observer. Alors, elle, le titre de sa conférence, c'était « Les sauts du silence ». Voyons donc. Ça se dit acoustique écologie, donc... Comme pratique pèlerine. Une écologie acoustique comme pratique pèlerine. Alors là, on va commencer par définir... Les sauts du silence, comme Brigitte le dit, c'est les étampes, hein, c'est Seiyos of Silence, le titre, donc les étampes du silence, les tampons qu'on fait mettre dans notre crédential quand on est sur les chemins de Compostelle. Bien, elle, ici, elle le voit à travers les silences. C'est ce qu'elle a documenté. La raison du titre, en fait, c'est parce qu'elle dit qu'elle a fait le chemin de Compostelle pendant la pandémie. Et pendant la pandémie, ils ne pouvaient pas aller dans les auberges pèlerines, donc ils ne pouvaient pas faire étamper la crédentiale. Semblerait-il que son conjoint était déçu parce qu'il aurait aimé ça, avoir sa crédentiale tout étampée. Mais elle a dit, mais moi, elle dit, c'est pas ça, les sons que moi j'aime ramasser. Elle, c'est une collectionneuse de sons. Elle dit, depuis que je suis toute jeune, depuis que je suis toute petite, je collectionne des sons, je les enregistre, les sons du quotidien. Puis là, vous en avez dans notre bande, là, parce qu'on est assis sur une terrasse, sur une place publique où il y a une fanfare. Alors, elle ramasse ces sons-là parce qu'ils sont porteurs d'une mémoire. Elle a dit une mémoire qui va être incarnée. Elle dit, quand j'entends les sons, elle dit, ça me ramène là où je l'ai entendu, dans l'expérience que je vivais, tout comme il y en a qui vont faire ça avec une photo. C'est juste qu'avec les sons, c'est plus inusité. Donc, elle nous parle d'une mémoire somatique où la mémoire est réactivée dans le corps à l'écoute du son, tout simplement. On peut faire le parallèle avec les recherches de Christophe Alcantara, qui le fait avec les photos sur Instagram des pèlerins et qui repère justement la progression du chemin de la personne, du cheminement de la personne. Bien, elle le fait à travers ces sons-là et elle dresse même une carte
du moment Oui. où elle a pris les sons, où elle a fait les enregistrements, puis elle voit comment ça chemine en elle, juste en les écoutant et en réactivant cette mémoire somatique qui recrée. Elle dit, on y replonge, elle dit, la mémoire de ce son-là, l'expérience, elle dit, est profondément liée au lieu, entre le lieu et le son. Donc, entre le lieu et le son, il y a cette expérience-là qui vient lier le tout très fortement et ça nous y replonge instantanément. Elle avait clairement, concrètement, une carte avec le chemin tracé et les étiquettes pour dire les sons qui ont été recueillis à ces endroits-là sur le chemin. C'est vraiment fascinant. Oui, elle nous invitait donc, en terminant, à observer sa manière d'être en silence et comment je suis lorsque je suis en marche, comment j'effectue tout ça et comment je perçois les sons, m'y rendre attentif à cet espace de son. Puis elle dit, ça me rend différent en même temps avec l'environnement parce que je veux porter attention à tous ces sons-là qu'il y a autour de moi, prendre le temps d'y être, mais je prends le temps de m'y insérer autrement en faisant attention au bruit que moi-même je vais émettre tout au long de ma marche. En fait, l'écoacoustique, il y a plusieurs regroupements à travers le monde qui s'intéressent à ce mouvement-là. C'est un mouvement d'individus. C'est une science qui s'intéresse à explorer comment on expérience les sons et à travers la relation entre les sons de l'environnement et les êtres humains. Et l'idée, c'est pas d'en chercher l'origine, c'est simplement de les vivre. Et exactement, elle se disait, c'est un petit peu comme une expérience pèlerine parce que je vis quelque chose et je m'attarde à qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce que ce son-là m'apporte, comment il me fait réagir intérieurement, comment il me parle. Et ces organisations-là, ce qu'ils proposent, c'est non pas de s'asseoir en quelque part et d'écouter les sons, mais de se déplacer. La marche fait partie de l'écoacoustique. Je le dis-tu comme il faut? L'écoacoustique. L'écologie acoustique. Écoacoustique. L'écologie en ce sens que c'est un écosystème et la personne qui est là traverse un milieu, un écosystème et elle va s'en imprégner par le bruit. Donc, ils vont marcher en silence et se rendre attentifs au son, au mouvement que ça crée intérieurement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit c'est une expérience transformatrice parce qu'à partir du moment où tu fais ça, mais ça te rend conscient de tout ce qu'il y a autour de toi, puis ça te rend conscient aussi des sons que toi tu fais, puis ça va changer ta manière de marcher, ça va changer ta manière de voir l'environnement autour de toi. Donc, c'est une expérience transformatrice qui a une saveur pèlerine. On passe au 4e avec Daniel Olson qui nous parlait de la géographie des lieux sacrés. Et c'était intéressant parce qu'ici, il nous parle de l'Église des Saints des Derniers Jours, l'Église mormone, qui a reconstitué tout le chemin, parce que c'est une église qui est très récente, et ils ont reconstitué le chemin de leur déplacement à travers leur histoire de New York, où c'est John Smith, je me souviens, le fondateur, c'est un monsieur Smith, en tout cas, de l'Église mormone, et qui était à New York quand il y a eu reçu ces révélations. Et l'Église s'est déplacée après ça en différents lieux pour aboutir en Utah, à Salt Lake City, où ils ont vraiment fait le cœur de leur église, où c'est vraiment le centre qui est là. Alors, tout ce chemin-là qui a été retracé, bien, tout le long, ils ont reconstitué l'histoire de leur mouvement et ils ont acheté les lieux où il y a eu des événements particuliers. Donc, il y a des lieux qui deviennent des temps qui marquent leur histoire et sur ces lieux-là, ils vont refaire le chemin. C'est d'ailleurs un chemin qui existe. The Mormon Trail, ça existe et vous pouvez suivre le chemin et aller faire ce chemin-là pour suivre toute l'histoire de l'Église mormone. Il reste que ce qui est particulier puis qui touche le pèlerinage, c'est que l'Église mormone ne reconnaît pas le pèlerinage comme un signe de foi. Donc, ce n'est pas parce que une personne fait un pèlerinage en direction d'un lieu religieux de leur église, que ça sous-entend que la personne est porteuse de la foi. Et on peut le dire, hein, c'est pas parce que je vais à l'Oratoire Saint-Joseph que je suis forcément croyante et pratiquante. Je peux y aller simplement par tourisme ou par intérêt historique, donc oui, c'est ça. Donc pour eux, le pèlerinage n'est pas un signe de foi. Donc, c'est ça, la foi n'est pas quelque chose, c'est ça, la foi n'est pas quelque chose qui arrive en premier, non, mais c'est quelque chose qui peut être suscité par l'expérience. Mais pour eux, d'abord, un pèlerinage n'est pas pour les gens qui ont la foi en particulier. Dernière personne dont on va vous parler, vraiment coup de cœur de notre journée, avec Kip Reddick,
qui vient nous parler justement comment la face de la Terre vient déranger notre manière d'être centré sur nous-mêmes comme humains. D'ailleurs, il commence sa conférence avec ça. Il dit, parce que lui, il est allé faire ce qu'ils appellent le Middle Trail. C'est une... The Continental Divide Trail. Voilà. Qui est une trek, un sentier de randonnée, mais un trek comme il y a l'Appalachian Trail ou le Pacific Crest Trail, mais il est au milieu. Hein, il est au milieu des États-Unis. Il suit les Rocheuses. Là, en fait, oui. Il y a une partie qui dit Divide Trail qui vient séparer le Canada des États-Unis aussi. Il est allé faire ce chemin-là. Et puis, il commence en disant, il dit quand je marche, moi, il dit, la plupart des gens disent, je marche pour aller à la rencontre de moi-même, je marche pour me retrouver. Puis il dit non. Il dit, moi, c'est pas pour ça que je marche. Il dit, moi, je marche pour aller à la rencontre de l'autre. Parce que c'est par l'autre que je vais apprendre qui je suis. Donc, il nous parle de marcher pour connaître l'autre, pour se décentrer de soi. L'expérience, pour lui, relève de cette dimension-là. De rencontrer l'autre pour se voir mutuellement face à face et être décentré de soi-même. Il y a quelque chose à découvrir du mystère de l'autre et je suis un mystère pour l'autre. Et c'est dans cette rencontre-là que ça va se Puis l'autre, je veux préciser, c'est que l'autre, des fois, on pense que c'est un autre individu, mais lui, l'autre, c'est tout élément qui est extérieur à qui n'est pas moi, qui est tout ce qui est différent la montagne, la puissance de la rivière, l'ours, l'orignal, l'arbre, tout ça pour moi, il dit tout ça, c'est aller rencontrer l'autre parce qu'il dit si je suis centré sur moi, ben je suis pas à l'écoute de ce que l'autre est en train de révéler de lui-même parce que je pars avec mes règles, mes préconçus, mes certitudes, puis il dit ça t'as aimé ça toi Eric, il dit j'ai aimé ça, il dit il faut que je m'épluche de mes enlever les plures de mes certitudes, de mes conceptions, de mes croyances, il y a tout ça qui tombe, qui se défait pour arriver à quelque chose d'authentique, qui va parler un langage authentique qui va émerger parce qu'on se défait de nos certitudes, on ouvre un espace gratuit, sécuritaire entre les deux, et dans ça, il y a un langage authentique qui va émerger de la rencontre. Tu avais une petite citation, là, je veux pas te... Mais tu avais dit, c'est bon, il a dit, me, you, rencontre... Ah oui, authentic language will rise between I and you. Donc, le langage authentique va sortir du je qui rencontre l'autre. Alors, donc, l'enjeu n'est pas identitaire ici avec Kip Reddick dans le parcours pèlerin, mais l'enjeu est davantage de se décentrer. Par ce décentrement-là, il y a quelque chose de vrai qui peut émerger et je rencontre l'autre, mais ultimement, je me découvre aussi à travers ça, mais l'enjeu n'est pas mon identité. Je ne vais pas à ma rencontre, je vais d'abord à la rencontre d'un autre et par cet autre, je me découvre. Je vais mieux me voir, c'est ça. Donc, dans les contrastes. Alors là, vous voyez aussi des contrastes. Hein? On est en train de perdre notre soleil qui nous éclairait si bien. Mais on a quand même fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter pour aujourd'hui. C'est ce qu'on a retenu de notre première journée de symposium à William & Mary en Virginie. On va continuer de vous tenir au courant. Demain, c'est la deuxième journée qui se poursuit. Ce soir, il y aura une présentation, une grande conférence sur un pèlerinage qui se fait autour d'une autoroute. Oui, on n'a pas très bien compris le titre, mais on va vous revenir, puis on va être bon, hein? Suivez-nous. Fait qu'on vous dit à plus tard. À bientôt.